Le 1er février 2021, il fera 4 ans que Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, ancien Premier ministre élu à la conférence souveraine et président, l'ancien président de l'IDPS, va totaliser 4 ans au-delà. Comme dans nos habitudes pour l'histoire de ces pays, pour rappeler à notre peuple, au moins les gens qui ont marqué cette histoire, la RTNC organise cette discussion entre intellectuels pour parler de cet opposant atypique. L'homme qui avait toutes les possibilités d'accéder au pouvoir, jamais n'a pas accédé. L'homme qui avait toutes les possibilités de s'imposer ou bien de prendre des armes, il ne l'a pas fait. Et pour très bien comprendre cet homme atypique, donc cet opposant atypique, nous allons discuter avec des éminentes personnalités. D'abord, M. Dieudonné Ilunga Mpunga, qui est écrivain, qui a publié beaucoup d'ouvrages sur Etienne Tshisekedi, je vais les citer après, et les philosophes Kabongo Malou, avec qui on était journaliste au groupe de presse potentiel. Quand on était là-bas, on a suivi sérieusement les activités du président Etienne Tshisekedi. En tant que philosophe, il va interpréter le peuple d'abord sur le plan philosophique. Avant de commencer, je vous donne quelques ouvrages de notre ami que je tiens beaucoup à féliciter parce qu'il est rare que les gens écrivent dans ces pays ici. Il a publié avec ses propres fonds. Voilà pourquoi je l'ai invité comme témoin. Il est acteur, il est à côté du président Tshisekedi. Mais la chance qu'on a eue, il a écrit sur lui. Monsieur Ilunga Mpunga Dieudonné a publié son premier ouvrage, c'est Etienne Tshisekedi, l'essence d'un combat, publié chez l'Harmattan. Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord, publié chez Robot. Etienne Tshisekedi, entretien avec la presse, publié chez Rebot. Etienne Tshisekedi par lui-même, livre de citation. Etienne Tshisekedi, l'essence d'un combat. En dehors d'Etienne Tshisekedi, d'abord en dehors de M. Ilunga Dieudonné, il y a d'autres personnes qui ont publié dans le livre qu'on a. Etienne Tshisekedi face aux 3 présidents, écrit par Joseph Richard Kazadi, édition Compodore Kinshasa. Et nous avons l'autre livre écrit sur le président Tshisekedi. C'est M. André Roger, Alexandre Roger Kankonge Mukonkele. C'est un ami déjà décédé. Etienne Tshisekedi Wamulumba, itinéraire d'un combattant de la liberté. Donc, en dehors de Etienne Tshisekedi, le président de l'IDPS, Maître Ilunga a publié d'autres ouvrages sur le président Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président chef de l'État. Félix Tshisekedi, les rêves de son père, c'est une question, préfacée par Isidore Ndaïwel. Et l'autre livre, ça c'est les discours, allocutions et interviews, 2019-2020. En tout cas, merci beaucoup, mon cher ami, tu as fait un travail et ça doit donner la leçon aux autres qui étaient acteurs, qui ont le temps de lire. Donc, beaucoup de gens connaissent Etienne Tshisekedi comme ça, opposant, quelqu'un qui a dit non à Mobutu. Mais on veut savoir, toi qui étais à côté de lui, tu as écrit sur lui. Qui est Etienne Tshisekedi? Merci pour la question. Etienne Tshisekedi, à l'heure qu'il est, tout le monde sait qu'il est immortel. Parce qu'il ne fait plus partie des humains.
il a été rappelé auprès du Très-Haut. Il y a deux camps. Ceux qui pensent qu'il est déjà mort et ceux qui pensent qu'il n'est pas mort. Nous sommes de ceux-là qui pensons qu'il n'est pas mort, parce que nous continuons à réfléchir sur son passage sur la terre. Étienne Tshisekedi est le fils de Mulumba Alexis et d'Agnès Kabena. Il est né en 1932 à Kabulanda, dans la province du Kasaï. À l'époque, il n'y avait qu'une seule province du Kasaï. Il a fait l'école primaire, toujours à Kabulanda là, et puis finalement l'école secondaire à Kamponde. Il est né dans une famille de 9 personnes, mais lui était deuxième de la famille. Alors, après qu'il ait terminé ses études, il est venu à l'université en 1954 ou 55. Il a fait l'année préparatoire gréco-latine. Et puis finalement, en 1956, il a trouvé la femme qu'il devait épouser, qu'il est allé voir un an après l'année de préparation à l'université. Sa femme était infirmière à Lebo, donc c'est notre maman Marthe actuelle. Et en 1957, ils se sont mariés. Et aujourd'hui, il est père de plusieurs enfants avec maman Marthe, parmi lesquels le président de la République. Et puis finalement, il faut dire que sur le plan politique, en 1960, ils étaient des étudiants qui s'intéressaient à la politique. D'après ce que j'ai appris, ils devaient être partis en Belgique à la table ronde, mais ils étaient dans l'ombre. Les gens qui soufflaient, qui donnaient la vision à ceux qui étaient acteurs principaux, à tous ces acteurs principaux plutôt. Et ils étaient dans la logique que l'indépendance était donnée rapidement. Ils auraient souhaité qu'on respecte les schémas de Van Bilsen. Malheureusement, ils étaient minoritaires. L'équipe de Lumumba était forte. Et ils ont cherché l'indépendance immédiate. Et on a eu l'indépendance immédiate. Ok, ça c'est quand il n'était pas encore en politique active, quoi. Mais comment expliquer cet homme qui a travaillé avec Mobutu en 1967, on fait les impairs, il propose des partis, donc on est d'un seul parti, Mobutu impose des partis uniques, l'homme c'est dit non, et Mobutu va l'envoyer ambassadeur en 69 au Maroc. Au Maroc. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer comment, je dirais un peu son caractère, parce qu'il est un homme, on dit il est têtu, jamais il cède. Est-ce que c'est lié à l'éducation des familles? C'est lié aux études universitaires? Et c'est lié aussi à ce qui a beaucoup lu, je dirais, Mabika Kalanda l'a beaucoup marqué. Est-ce que tout l'environnement politique, l'environnement familial, l'environnement politique ne l'a pas beaucoup transformé? Non, l'environnement dans lequel il a évolué, la famille, l'éducation, l'instruction, tous ces éléments-là ont joué en sa faveur. Mais en naissant, chacun a une mission sur la terre. Hein. Parce qu'apparemment, quand je bavardais avec lui pour savoir ce qu'il est au juste, lui ne s'étonnait pas de ce qu'il était. Il disait qu'il trouvait qu'il était normal comme tout le monde. Tout ce qu'il faisait là, ça ne l'impressionnait pas. Au point qu'un jour, je lui parlais d'un professeur qui connaissait tous les auteurs sur lesquels nous travaillons. Il m'a demandé est-ce qu'il avait un autre travail en dehors de ça. Et lui qui faisait la politique a trouvé ça normal. Je crois que quand vous dites qu'il a travaillé avec Mobutu en 65, il faut dire d'abord que ses premières entrées, c'est en 60, au collège de commissaires généraux. Il a travaillé avec Mobutu, il a acquis une certaine expérience, mais par son éducation, dans son enfance, c'était un homme de caractère. Imaginez-vous, d'abord, je donne un exemple terre à terre. Quand on donne à manger par ses parents, si on donne le foufou au pondou, ses frères cherchaient la viande. Lui, il s'est jeté directement dans la nourriture, même avec le pondou. Donc, ce qu'il a déjà levé comme option, il doit. Bon ou mauvais, c'est une option. Alors, c'était un homme de caractère, même dans les petites choses. Mais arrivé en politique, il a vécu l'injustice, parce qu'en 60, là, il était ministre, en 65, ministre, il a vu que tout autour de lui, les choses ne marchaient pas. Et il souffrait déjà pour le peuple,
Il ne fallait pas qu'il y ait une petite caste qui vivait bien dans la bourgeoisie et d'autres souffraient. Cette injustice l'a révolté. Et surtout que le président de la République, le maréchal Mobutu, du moins en 1965, il n'était pas maréchal, il n'avait pas... Dans les textes, il était écrit qu'il y aura des partis politiques. Mais en pratique, ce n'était pas facile de demander que les deuxièmes partis existent. Et comme il voyait que c'était des universitaires, les Singaoudjou, le club des universitaires là, il a préféré les éparpiller. Est-ce qu'on peut dire que peut-être, par un peu son caractère, il y a peut-être des éléments importants qu'il faut relever ici. C'est d'abord, son père, c'était un véritable catholique fervent, le caractère, la famille. Et puis, deuxième chose, il a grandi au village. Au village, il y a toute une culture. Et troisième chose, il a fait les études de droit. Or, quand quelqu'un fait les études de droit, c'est quelqu'un qui est très rigoureux. Il tient au texte. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout ça, ça l'a influencé pour arriver à tenir devant Mobutu, devant Kabila père, Kabila fils, jusqu'à ce qu'il en meure sans accès au pouvoir? Il faut dire de façon générale que l'éducation dans la population congolaise a changé. À l'époque, il y avait une autre mentalité. Et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, il était presque parmi les rares gens qui avaient ce caractère, qui existaient. Les parents d'Etienne Tshisekedi, comme les parents de Mme Marthe, étaient tous des catholiques. Parce que j'ai appris de Maman Marthe que quand ils étaient enfants, un jour j'ai eu la chance de causer avec les deux comme si nous étions trois. Ce que Maman Marthe racontait, c'était la même histoire que le président a vécu. Tu ne peux pas dormir sans prier. On te réveille, il faut prier. Donc dans la famille, il y avait déjà une certaine discipline. Et cette discipline-là l'a mené à devenir ce qu'il était. Et même quand il était grand leader là, il faisait chaque jour la même chose à la même heure. La discipline. Donc la discipline a marqué toute sa vie. La discipline, moi je quittais IPEN, j'arrivais à limiter à 19h et à 30, juste, vous apprenez que le président vient de sortir de sa chambre, il est dehors, il faut entrer. Donc à 19h30, le président est dehors. Donc, chaque jour. Donc, on peut dire que c'est comme un moine. Comme un moine. À 23h juste, il entre dans sa maison. Et à 23h, quand il entre, même si vous venez avec une forte délégation, il ne regarde pas. C'est l'heure à laquelle il doit entrer pour dormir. La discipline là, on ne la trouve pas chez beaucoup de gens. Dans les petites choses déjà, il était discipliné. Et c'est comme ça que, même sur le plan politique, dès qu'il a déjà signé un texte, comme il l'a fait en 91, il ne pouvait plus y revenir. Il ne pouvait plus y revenir. C'était fini. C'était un bulldozer. Le nom qu'on donne au président Félix ici, béton. Mais lui, on l'appelait Kyuma. Kyuma, c'est un Swahili. C'est quoi? Donc, barre de fer, et l'eau qu'on ne peut pas plier. Dès qu'il a déjà pris la décision, c'est fini. Mais il se plaignait souvent en disant que l'élite congolaise n'a pas, la classe politique n'a pas de culture politique. Comment expliquer? Parce que chaque fois, il disait, il avance, mais regarde, les gens sont encore, ils sont encore derrière lui. Il est obligé de s'arrêter pour qu'on puisse les rejoindre. Et puis, il utilisait souvent l'expression balle de chauve. Non, il faut dire que Etienne Tshisekedi était en avance sur son temps. C'est la chance qu'il a eue dans ce monde-ci. Et il a fait un effort de nous attendre pour que nous arrivions au niveau là où lui, il était. Et aujourd'hui, il faut comprendre que Tshisekedi a fait un grand travail. Les gens ont déjà compris, les gens sont debout. Vous voyez au Kasaï, par exemple, il y a son collègue Mabika Kalanda qui avait déjà écrit Tabalay, réveillez-vous. Ah, le peuple était réveillé. Le peuple était, disons, très éveillé, consciencieux des enjeux même de la province à l'époque, comme le livre était écrit en Tchoulouba. Oui. Mais au niveau national, il fallait qu'un grand nombre de gens puissent s'élever à comprendre les enjeux du pays. Oui, c'est comme ça. Il y a quelquefois l'étiquette qui est collée à l'IDPS. Je prends l'interview du journal Lima du 19 septembre 1990. Donc c'est quand on a libéralisé un peu la politique, l'espace politique. Il me pose la question, l'IDPS est-elle un parti tribal? Ici, je donne la réponse de lui-même, Etienne Tshisekedi. Comment voulez-vous m'expliquer que quelqu'un qui lutte pour la loi de la majorité puisse être tribaliste? À moins de me démontrer que le peuple Moulouba
est majoritaire par rapport à d'autres peuples zaïrois réunis. Je crois que c'est une des armes que les pouvoirs utilisaient pour dénigrer notre parti UDPS. Comme je vous l'ai dit, un intellectuel ne peut pas poser cette question. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas lutter pour la loi de la majorité et être tribaliste en même temps. Je préfère passer la parole au professeur Kabongo Malou, qui est philosophe, avant qu'on entame le fond du discours du docteur Tshisekedi. Tu as un commentaire à faire? Non, pas du tout. Moi, je sais tout simplement que Tshisekedi était un homme qui avait une très grande détermination et qui était un homme d'une très grande bonté aussi. Parce qu'une fois que j'étais journaliste, mais je n'ai pas eu le temps, je ne l'ai pas beaucoup rencontré. Mais les rares fois que j'ai pu causer avec lui, j'ai trouvé en lui un homme d'une très grande bonté. Je me rappelle que dans les années 79, j'ai venu de terminer mon graduat à l'UPEN. On a fermé l'UPEN, je suis parti dans les Kassai, je suis rentré. Je suis allé dans une famille où il était en train de prendre une bière. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'ai donné beaucoup de whisky, je me suis enivré et puis j'ai fait beaucoup de problèmes. Et j'ai piétiné, semble-t-il, j'ai rangé sa voiture rouge. Et quand je suis rentré demain matin, on m'a dit non, il faut aller te faire demander pardon parce que le président Tshisekedi, tu l'as. On dit qui? On m'a montré un monsieur assis sous une paillote. Et je me suis approché pour aller demander pardon. Et ce qui est curieux, que juste quand j'arrivais vers sa paillote, c'est comme si sa présence éclairait cette paillote-là. Et comme j'avais peur de l'affronter tout droit, je suis allé vers la côté et puis Excellence, je vous demande pardon, j'ai agi comme un imbécile hier, est-ce que vous me pardonnez? Il dit non, monsieur, j'ai l'impression que hier tu n'étais pas dans ton bon état, va t'asseoir, je t'ai pardonné, et puis tu peux prendre la bière et je vais payer. C'était curieux parce que il semble que j'avais vraiment jeté la bière sur lui, et tout ça, et c'était la première fois que je le voyais. Et quelques jours après, il a été arrêté. C'était au début de l'année 80. Le 31 décembre. Le 31 décembre. Il était arrêté. Donc, pour moi, j'ai gardé l'image de monsieur d'une très grande bonté, d'une grande générosité, qui aurait pu, j'étais un jeune étudiant, qui aurait pu me faire du mal, mais là, il m'a vraiment protégé. Donc, je pense que ce sont des caractères qu'on trouve chez tous les hommes, chez tous les révolutionnaires. Dès qu'ils atteignent un niveau d'un travail qui doit être fait pour le peuple, ils deviennent envers ces peuples généreux parce qu'ils comprennent toute notre misère, parce qu'ils comprennent toute notre souffrance. Ils se mettent à notre place et je crois que c'est ce que j'ai retenu en lui. Ok, monsieur Hubert. Il n'y a pas d'Hubert ici. Vous dites Dieudonné. 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 Il y a une phrase dans ce que j'ai lu, parce que j'ai lu presque les interviews et tout ce qu'il avait écrit, une grande partie. Tu as publié tout un livre sur ça. Il dit: un peuple qui n'a plus peur constitue une arme plus efficace. Donc on peut dire que le président Tshisekedi a enlevé la peur chez les Zaïrois d'antan. Parce qu'on se rappelle, Mobutu, il est parti sur les bateaux. Mobutu avait proposé le nom des ministres pour le gouvernement. Et c'était en direct à RTNC. Et il sort, il dit: mais regardez, avec un bout de papier là, il montre, regardez ce qu'on me donne, des gens comme ça irresponsables. Et c'était en direct. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Etienne a démystifié Mobutu? Non, vous avez dit plusieurs choses à la fois. Exact. D'abord, Tshisekedi, comme vous dites là, il a parlé du peuple, que c'était une bombe atomique pour Mobutu. Parce qu'un peuple affamé devient une bombe. Et il savait que Mobutu avait en son sein les germes de sa propre destruction. En chosifiant le peuple et en les rendant clochards, à un moment, le peuple devait éclater. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Mobutu est parti le 17 mai 1997, il s'est rendu compte que c'était en retard. Donc, si je reviens un peu vers lui, Etienne était un homme de caractère, il avait beaucoup de valeurs, et même ses défauts faisaient partie de ses valeurs. C'est ce qu'on a finalement,
dans son caractère, son tempérament, dire la vérité en face aux gens, c'était quelque chose d'extraordinaire qui l'a aidé dans son combat là. Et puis pour la petite deuxième question, vous aviez une préoccupation de savoir sur, je n'ai pas bien compris. Oh là là. Oui, mais c'était sur le peuple en fait. Sur le peuple, un peuple qui n'a plus peur. Constitue. Non, lui a travaillé. Comme j'ai dit. Deuxième chose, il a démystifié Mobutu. Non, il a éveillé la conscience des peuples congolais, de comprendre les enjeux qui étaient les leurs. Et Mobutu, lui, ne voulait pas que les peuples s'en rendent compte de la réalité, de la vraie réalité du pays. Parce que lui, en tant que président, si on entre en profondeur, il était au pouvoir, pas au service du peuple, il était au pouvoir au service de l'Occident. Alors, Étienne, connaissant les enjeux, il a réveillé le peuple, puis qu'ils prennent conscience que cet homme-là ne valait pas la peine. Et c'est comme ça que, quand le peuple prenait son courage petit à petit, Mobutu commençait à être démystifié, parce qu'il n'avait pas le courage de faire quoi que ce soit devant le peuple. Et surtout que lui-même, Mobutu, lui-même, Tshisekedi appelait Mobutu un homme à moitié instruit, à moitié analphabète. Ça l'énervait. C'est comme ça que tu as écrit « Le peuple d'abord, le combat de toute une vie ». Oui, le peuple d'abord, je veux dire que je n'ai pas écrit parce que l'auteur c'est Étienne. Moi j'ai dû préfacer, mais j'ai collaboré avec le président. Comment l'auteur? Parce que c'est pas lui qui a écrit. Non, quand vous lisez là-bas, vous trouvez que ce sont ses idées. Donc en fait, un grand homme a ses disciples, les gens qui acceptent, qui entrent dans la peau du chef pour savoir réfléchir comme lui-même réfléchissait. Et on s'est même limité par la voix. On sait parler comme il parlait. Donc ça c'est la première étape pour le commun de mortels. La deuxième étape peut-être plus difficile, c'est celle d'écrire. Hein? Je crois que le philosophe ne va pas me contredire. Alors nous avons conçu ces livres en son honneur et il l'a lu. Moi je crois que c'est là que j'ai eu un cadeau de sa part parce qu'il m'a dit beaucoup de gens prétendent me connaître, mais toi tu me connais mieux que quiconque. Parce que je n'ai pris que tout ce qu'il a dit, j'ai mis en français écrit au lieu de le laisser en français parler. Il a lu, il s'est retrouvé, il était content, il était question qu'il parte en Europe et il revient, on fait le vernissage. On attendait que l'accord de Saint-Sylvestre se termine. Malheureusement, ce qui est arrivé, paix à son âme. Ok, ça c'est le contact que vous avez eu pour écrire ces livres, le peuple d'abord. Dans tous ces discours, ce qui est frappant, c'est d'abord le mot état de droit revient régulièrement, le peuple revient régulièrement, et démocratie régulièrement. Monsieur le philosophe Kabongoma, le professeur, quel commentaire faites-vous sur ce Écoutez, mot, moi je n'ai pas beaucoup de commentaires sur ça. Ce que je voudrais dire est que tous les discours révolutionnaires, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique, sont toujours construits autour du peuple. Et je crois que chez nous, en Afrique surtout, nous avons tout le leadership progressiste, c'est-à-dire leadership anticolonialiste qui s'est battu pour l'indépendance des indépendances africaines, avait pour fondement du discours le peuple. Pourquoi? Parce que pendant 6 siècles, 4 siècles de traite négrière, un siècle de colonisation, un siècle de néocolonisation, la plus grande victime de toutes ces catastrophes-là, c'était notre peuple, qui était totalement ignoré, qui était totalement opprimé, écrasé. Pendant la période de traite négrière, le peuple n'était considéré que comme un captif, c'est-à-dire un animal qu'on arrêtait par là, on mettait des pièges, qu'on mettait dans un navire pour l'Occident. Pendant la colonisation, le peuple était quoi? C'était un simple esclave qu'on envoyait dans des mines, dans la recherche des diamants, de l'or, qu'on envoyait dans la recherche de caoutchouc. Et notre peuple a été totalement brimé. Et après l'indépendance, nous avons eu des pouvoirs qu'on appelle des pouvoirs néocoloniaux, le Mobutu par exemple, avec Joseph Kabila, c'est des pouvoirs qui ne reconnaissent aucun droit à un peuple. Nous avons des droits microscopiques, pas des salaires, vivant des misères. Donc tous les grands discours de nos grands leaders, à partir de Lumumba, Simon Kimbangu, Paul Panda Farnana, est construit autour du peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qu'il fallait réhabiliter. Donc c'est ainsi que vous verrez que dans le discours de Lumumba à l'indépendance, il dit, vous verrez, quand le peuple congolais, quand notre peuple sera respecté, bien payé, comment vous allez voir comment il travaille. Il nous a donné des leçons au monde des peuples qui travaillent.
Mais Lumumba n'a pas eu le temps, en mettant n'est-ce pas, le peuple au devant du fondement politique, n'a pas eu le temps d'en donner un contenu. Et ces contenus, et ça, il faut le mettre vraiment au niveau de Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui va utiliser le peuple, lui donner un contenu, en faire un peuple souverain. Parce qu'en fait, comment est-ce que le pouvoir fonctionne? Le pouvoir ne peut pas fonctionner. Il peut fonctionner que si vous avez l'adhésion du peuple. Mais pour que vous ayez l'adhésion du peuple, il faut former ce peuple. Il faut en faire un souverain primaire, c'est-à-dire qui est conscient qu'il est propriétaire du sol et du sous-sol, qui est conscient que rien ne peut se faire sans lui. Et c'est ça sa force. Puisqu'en fait, Mobutu voulu travailler avec le peuple en faisant un mensonge. Il dit le peuple, mais ce peuple de chez Mobutu, c'était un discours. Le reste, c'est sans salaire. Le reste, il s'adressait à nous, nous imposer des idéologies, des oripeaux d'une culture passéiste. Mais lui, il dit, le peuple, j'en fais une arme, comment? En le formant, en l'informant. Il le forme, c'est-à-dire il explique quelle est la situation politique de notre pays, pourquoi nous en sommes là. C'est ainsi que vous verrez, je suis content de voir Dieudonné qui a repris beaucoup de ses discours. Les hommes politiques, l'homme politique qui fait la révolution n'a pas d'autre arme que de la parole. C'est parler au peuple, lui dire que vous êtes vous, le souverain primaire, que vous êtes vous, et que rien ne peut se faire sans vous. Et pour arriver à ces niveaux-là, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut d'abord être vous-même à l'avant-garde, en première ligne. C'est ce que Tshisekedi a été toujours de tous les combats. Et là où on disait que non, il ne peut pas y aller, on va les tuer. Étienne Tshisekedi, parce que quand vous dites Tshisekedi, c'est une confusion avec le président. Donc je ne peux pas... Chez nous, quand nous disons Tshisekedi, c'est-à-dire notre révolutionnaire, nous disons docteur Étienne Tshisekedi. C'est pour les gens qui nous suivent, pour qu'ils comprennent. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Donc pour nous, le docteur Étienne Tshisekedi, il est considéré au même niveau que tous les grands niveaux révolutionnaires du monde, c'est-à-dire des gens qui éveillent leur peuple, qui les réveillent, qui leur donnent conscience que sans vous, rien ne peut se faire. Et ça, c'est une lutte de toute une vie. On l'a vu avec les Lénine, on l'a vu avec les Mao Tse-tung, mais c'est toute une lutte d'une vie. Et je crois qu'il s'est sacrifié pour ça. Peut-être que, vous avez dit tout à l'heure qu'il avait parfois la possibilité de prendre le pouvoir, de les diriger. Et je crois que c'est ça peut-être sa différence avec nous. C'est-à-dire, à un moment donné, il s'est rendu compte. Vous savez, un jour, moi je l'ai vu, je suis journaliste, il allait à la primature, il disait, nous allons tous à la primature. Comme Mobutu avait, n'est-ce pas, fermé ses bureaux et tout. Mais quand il a regardé derrière, il n'a pas vu le peuple en quantité suffisante, comme une masse critique capable de changer les choses. Il a compris, il a reculé. Donc après, il a abandonné le pouvoir. C'est-à-dire, il savait qu'à tout moment, il était capable de regarder derrière lui pour dire, est-ce que ce peuple est suffisamment formé, est devenu une masse critique puissante pour que nous puissions changer les choses. Et chaque fois, il reculait. Et aujourd'hui, je crois que avec sa mort, avec tous ses sacrifices, le peuple a compris qu'aujourd'hui au Congo, rien ne peut se faire sans lui. Parce que quand j'ai lu un peu ses interviews, ses écrits, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'état des droits, l'état moderne. J'avais l'impression que lui pensait qu'il n'y a que l'état des droits qui peut nous aider à nous en sortir. Quand la loi est là pour tout le monde, ça peut lutter contre le tribalisme, parce que pour devenir, quand il y a un procès, tu n'as pas besoin d'un cousin, des frères, la loi sera pour tout le monde. Donc l'importance c'est des droits. Et deuxième chose, il parle aussi de l'état moderne. Donc un état moderne, c'est un état qui est là pas pour des individus, pas pour un clan, mais un état qui est là pour répartir les revenus équitablement auprès de toutes les populations. Donc, oui. On avait l'impression, à travers les écrits que j'ai lus, que l'homme était tellement en avance. Voilà. Et beaucoup, la classe politique congolaise ne comprenait pas pourquoi il refusait de s'engager dans n'importe quelle négociation. Quelle compromission? Bon, en fait... compromission, négociation. Oui. La République bananière, ça c'était son constat. Il a même intitulé ça autrement, la voyocratie, le pouvoir des fous. Il cherchait un État, d'abord c'est la loi de la jungle, hein, le plus fort s'accapare du pouvoir, il n'y a pas de loi à respecter, donc peu importe ce qu'on veut faire, sans tenir compte des autres. Les vouloirs collectifs n'existaient pas. C'est les intérêts personnels. Et même lui qui est philosophe, le professeur, il conviendra avec moi dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui est une sorte d'état de droit.
S'il n'y a pas de contrat social, on dit que chaque État doit en faire un, parce qu'il n'y a pas de contrat social universel. Chaque pays doit en faire un. Il faut dire qu'Étienne reste plus vivant pendant longtemps, parce que ce que nous faisons comme travail, c'est un travail de précurseur. Il faut qu'il y ait des historiens qui reviennent pour étudier finalement sa pensée, parce que la société de demain dépend de ce que fait le président Tshisekedi a dit hier. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté de tout comprendre sur sa pensée. Et quand vous dites qu'on le nommait, il avait la possibilité de travailler, il refusait. Non, il ne trouvait pas son compte, parce que l'intérêt du peuple, comme le prof vient de le dire, il n'y était pas. Il ne pouvait pas y entrer pour son intérêt personnel. Il devait entrer et pour son intérêt et pour l'intérêt collectif. C'est ça, oui. Or, il n'y avait pas les instruments juridiques par lesquels on arrive au pouvoir, ne lui permettaient pas. C'est celui qui te nomme, celui qui te révoque. Alors comment il allait entrer pour se faire ridiculiser? Et surtout qu'il était dans le système au début, il le connaissait. Est-ce qu'on ne peut pas dire que lui savait très bien qu'il n'allait pas accéder au pouvoir? Ou il ne voulait pas? Ou bien il avait une autre mission. La mission consistait d'abord la rédaction de la Constitution de 67. Il avait une autre mission de penser qu'il faut amener le peuple congolais à la libération, comme on l'appelait Moïse quelquefois dans dans l'IDPS. J'allais en venir. Nous disons qu'il avait une mission. Mais juste au début, là, on l'appelait Moïse. Les gens ne savaient pas ce que ça signifiait. Mais ce qui est beau, je lis dans un livre de Didier Moumeng, préfacé par le professeur Nimi Maïdi Kangimbi. Il a dit que ce Moïse n'est pas le Moïse de la Bible, ce Moïse devait arriver. Et j'en ai discuté avec le président, le défunt président. Je lui ai dit, écoute ce que Nimi Maïdi Kangimbi dit. Il espérait venir, mais au-delà de notre vouloir, il y a la volonté divine qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il soit parti, les efforts fournis ne sont pas allés en vain. Et finalement, la nature a changé, a choisi finalement son sang. Okay. Donc là, il ne peut pas regretter. Il faut dire aussi que contrairement à ce que les gens croient, il y avait des capacités organisationnelles incroyables. J'ai rencontré des amis comme Paul Sapou. Paul Sapou, quand nous étions jeunes, je l'ai dit, j'étais des combattants à l'UDPS là. Puis je les ai vus tous revenir avec les Jérôme Bonso, revenir pour faire des ligues pour les élections, des ligues pour le droit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous abandonnez l'UDPS? Disent-nous, le président Tshisekedi nous a dit que l'UDPS, c'est un parti. Il a ses gens. Mais vous devez aussi prendre d'autres structures qui n'existent pas encore, c'est-à-dire la société civile. Allez là-bas. Faites n'est-ce pas, des associations pour les droits, des associations pour les élections, parce que nous allons y arriver. Mais si vous n'êtes pas compétent, vous ne saurez pas, n'est-ce pas, prendre ces élections en charge. C'est ainsi que, ça je l'ai dit parce que j'ai posé des questions aux gens. J'étais journaliste. Ce sont des Paul Sapou ici, qui est devenu un très grand spécialiste des élections. C'est de Jérôme Bonso ici, et même Bwana Kabré. Donc des gens, et de Mouila Kayebe, il est venu faire ce tour. Je lui ai dit, mais écoutez, vous battez pour entrer à l'UDPS, c'est bon. Et l'UDPS, c'est un parti politique. Il est là pour former le peuple, il est là pour former les gens, pour ouvrir les yeux. Mais il y a d'autres structures qui sont encore plus importantes. C'est-à-dire, vous allez voir, il n'y a pas des élections, vous n'en avez pas. Mais il y aura des élections. Il était convaincu qu'il y aura des élections et que pour cela, il fallait avoir des spécialistes dans les élections, dans les droits de l'homme. Donc tout ce que vous voyez, je voudrais poser la question à notre ami. Comment est-ce qu'il était tellement optimiste? Parce qu'on me disait toujours, je parlais avec Amba Omer, et chaque fois qu'on parle avec Omer, Mbout va fuir demain. Mais comment expliquer cet optimisme chez Etienne Tshisekedi? D'abord, je vais dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en lui. Le fait d'avoir étudié l'a beaucoup aidé. Beaucoup de gens voyagent quand ils sont au Parlement ici. Mais quand on voyage, il faut avoir une capacité intellectuelle pour avoir la vision. Etienne était suffisamment informé. Vous savez, l'IDPS vient d'où? C'est à l'époque de Jimmy Carter, en 1976. C'est Jimmy Carter qui a permis même aux 13 d'écrire la lettre parce qu'il parlait des droits de l'homme. Effectivement, c'est pendant cette période qu'on a introduit dans la politique américaine. Donc ce n'est pas étonnant, comme le prof le dit ici, que Tshisekedi ait déjà une vision en disant aux gens, ne venez pas au parti vite, il faut vous caser dans les différents domaines
qui font que la machine de l'État fonctionne, les droits de l'homme. C'est vrai, beaucoup de gens ont eu des conseils de la part d'Étienne Tshisekedi pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Les ligues des électeurs, tout ça, c'est Étienne qui a formé les gens. Donc le problème des droits de l'homme, sa formation de juriste l'a aidé toute sa vie. Toute sa vie. Et j'ai eu même la chance de lui poser la question s'il s'intéressait à la philosophie. Il m'a dit ça ne l'intéressait pas. Donc, moi je dis mais ce que vous faites c'est de la philosophie. Vous avez une philosophie en vous qui fait que vous êtes le conducteur d'homme. Il ne pense pas à la philosophie, il ne croyait pas à la philosophie, il croit au droit. Ah oui, c'est normal, il y a aussi les droits. Et puis il avait une confiance presque aveugle dans la dynamique du groupe. Nous nous retrouvons à la conférence nationale, et j'étais journaliste au potentiel, j'étais envoyé là-bas. Et puis, mon que je dis, mais écoutez, votre frère là, il dit à Mutinga, président Mutinga et à moi, il dit, mais votre frère là ne va pas réussir. Nous avons envoyé à la conférence nationale, 70% c'est des gens de Mobutu. 30% c'est pour l'opposition. L'opposition même lui-même n'est pas chef de toute cette opposition. Vous allez gagner comment? C'est le Premier ministre Mobutu qui nous l'a dit avec le président Mutinga. Et toute la soirée, toute la nuit, nous sommes restés là et les votes ont commencé. Et quand Tshisekedi est élu le matin, nous nous retrouvons le matin à 5 h du matin. La première personne que nous avons vue avec M. Mutinga, c'est Mpine Kassende, un ancien Premier ministre. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout préparé pour gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Tshisekedi a pu avoir 75 ou 76% alors qu'en fait il n'était crédité que de 30%? La réponse de Mpine en Tchouloub, il nous dit, c'est-à-dire, vous ne savez pas que Tshisekedi a beaucoup souffert. C'est comme toutes les réponses qu'il nous donne, et il part. Et après, quand nous allons voir Mouloumelo Koji, on l'a trouvé chez lui affalé. Il s'est dit, non, allez, Mutinga, partez. C'est-à-dire que Tshisekedi a pris les groupes, n'est-ce pas, à témoin, pour leur dire, voilà ce qui se passe. Voilà, tout ce que nous déplorons ici, vous l'avez vécu, vous devez changer. Et il a changé la teneur de la dynamique du groupe. Ce qui a fait que Tshisekedi a été élu par plus de 70%, alors que l'opposition, les gens pour lui, n'étaient que 30%. Donc c'est cette confiance, comme tu l'as dit tout à l'heure, il avait confiance en lui-même, et il avait confiance dans le peuple. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je n'ai pas confiance au peuple congolais. Chaque fois que je le vois, je dis, ces gens, ce sont des gens immaîtrisables. Mais lui avait très confiance en peuple. Et c'est ça le caractéristique d'un homme politique de grande envergure. Parce que c'est la seule base. Je vais vous raconter une histoire. Nous, on était étudiants à Mons, donc à la FICAM, là où j'étais. C'était la toute première fois que le président Tshisekedi est arrivé à Bruxelles en tant qu'opposant. Il y avait un débat sur RTBF. Donc on fait la publicité à la télévision, on montre lui une image figée, on montre Ngoza Karlibonde en train de parler devant les gens. Et c'était Bastin, Jean Bastin je pense, oui, qui est le journaliste belge. Et nous on a eu la chance avec un cousin Mukangila, ils sont partis les voir, le soir, donc dans son appartement. Maintenant on lui pose la question, on discutait quoi. Et il faut faire attention avec Jean Bastin, c'est un homme de Mobutu. Il dit non, calmez-vous, vous allez voir. Et les jours du débat, pour la toute première fois, il y a à peu près 800 000 personnes qui ont suivi les débats. Et à la fin, Ngoza Karlibonde l'appelle Monsieur le Président. Donc tout était fini. Donc il y a des choses comme ça, difficiles à expliquer. À la conférence souveraine, un débat entre Etienne Tshisekedi et Kanza, Thomas Kanza. Il a prononcé qu'un seul mot, Monseigneur, les changements. C'est ça. Alors que quand il avait expliqué sur le plan économique, normalement on pensait que c'est lui qui allait gagner. Mais un seul mot a tout bouleversé. Un autre élément, quand Jean Gaulle lui avait refusé pour qu'il puisse rentrer à Kinshasa, il y avait déjà au stade ici. Nous, on était encore à Bruxelles. Le 17 janvier 91. Ils sont à Bruxelles. C'était sur RTBF, à la télévision. Nous, étudiants. On voit Tshisekedi empêché. Les policiers belges vont commencer à taper sur les militants de l'île presse. Mon cher ami, les femmes ont pleuré. J'ai vu tous les hommes qui reculaient s'arrêter. Contre-attaque. Et nos amis marocains avec qui on étudiait, ils nous disaient maintenant vous êtes devenus des hommes. Donc c'est pour vous dire que il a enlevé la peur dans la tête des Congolais. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tout ce qu'on peut aujourd'hui
retenir comme héritage chez lui, c'est de ne plus avoir peur. Il a donné l'essence de la liberté à l'homme congolais. L'homme n'avait pas l'essence de la liberté. Et en plus, il n'avait pas l'essence de l'honneur et de la dignité. Vous voyez, pour vivre d'abord avec Tshisekedi, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir une certaine moralité. C'était très difficile. Vous êtes avec lui, il est politicien, vous n'êtes pas politicien, vous ne savez pas, quand vous quittez la parcelle, à qui s'informe qui vous êtes. Il faut vraiment être correct pour le fréquenter pendant plus d'1 an. C'est difficile. Parce que si vous n'êtes pas correct, il est informé. D'abord, il avait aussi un caractère un peu qui reflète les milieux dans lesquels on a vécu. Là, il était vraiment diplomate. Si, au Kassai, quand on apprend que quelqu'un est sorcier, on ne lui dit pas que vous êtes sorcier. On le gère. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe. Vous voyez, lui a changé ça dans les balles de chauffe. Donc, un agent double. Il finit toujours par... Un peu mal de chauffe, c'est quoi? Quelqu'un qui... Tout le monde se rase, alors que... Et à un moment, les cheveux... pas de calvitie, quoi. Mais vous êtes là avec votre calvitie, et puis tout d'un coup, vous avez les cheveux. Comment expliquer ça? C'est un peu ce que je suis en train de dire, qu'un sorcier, quand on le voit, on le salue, bonjour, Anchuluba, comment tu vas, tout ça. Mais un jour, vous verrez seulement que l'avion vient de tomber en pleine journée, et l'homme, on le découvre qu'il est sorcier. C'est ça que lui a appliqué sous une autre forme en tant qu'intellectuel en politique. Oui, tu parlais de valeurs... Mais je voulais dire que... Un moment, je vais te donner la parole. Tu parlais de valeurs morales. Moi, je me rappelle, le jour où il a été nommé Premier ministre, tout le monde qui avait volé des véhicules sont partis déposer ça au palais du peuple. Et dès qu'on l'a destitué, les véhicules ont disparu. Ça, c'est quelque chose de terrible que nous avons vécu. Le président Étienne l'Immortel, le vénérable, il ne parlait pas de lui. Mais ça, je l'ai entendu quand même parler. Il reconnaît que les gens avaient remis des véhicules, des ordinateurs, ils avaient trop peur. Tshisekedi faisait trop peur. Même quand vous êtes étudiant, il faut commencer à étudier dès les premiers jours, alors que ce n'est pas lui qui surveillait les examens. Donc c'était un phénomène. Et le phénomène n'arrive que pour peu de temps, comme le Lumumba. Ces 3 mois, ils sont partis. Ok, Emma? Oui, non, je voulais dire que il a fait une dimension d'initié. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable, en une formule, de reprendre toute la souffrance qu'un peuple ressent, de reprendre toutes les attentes qu'un peuple a envie d'exprimer. Et cette formule, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire ce sont des hommes politiques qu'on appelle des initiés, c'est-à-dire qui vivent vraiment dans une sorte d'osmose avec leur peuple. Et c'est ce qui a fait à la conférence nationale, quand tu parles justement de changement. Il était là, Thomas Kanza, qui était un ancien professeur de Oxford et de Harvard aussi. Ça, il faut le dire. Et donc, c'est quelqu'un qui était très bien formé. Il a fait un très long discours, très acclamé. Mais c'est quand Tshisekedi parle de ces mots-là, dès qu'il cite les mots... Oui, Étienne Tshisekedi cite ces mots-là, que tout d'un coup, la salle est prise en ébullition. Et monsieur Mosengo lui-même pose la question, mais monsieur le président, est-ce que vous voulez répéter? Vous voyez, donc tout, c'est-à-dire à un moment donné de l'histoire d'une communauté, il y a des gens qui sont capables, par un seul mot, de donner à l'ensemble de la population une communauté de destin, une communauté de pensée, de nous dire que voilà, nos ambitions, ce sont celles-là. Et c'est ce qu'on appelle les initiés. Et je crois qu'aussi, il faut le reconnaître, il a fait du Congolais un peuple. Parce qu'en fait, un peuple n'existe que quand il est dans la rue, en train de se battre pour survivre. On n'a jamais vu ici, dans le monde, un président de la République qui, le matin, se réveille, il a pris une bonne tasse de café, il dit, je vais augmenter les salaires. Ça n'a jamais existé. Le peuple, pour avoir son salaire, doit se battre. Et pour se battre, il faut qu'on lui en donne, n'est-ce pas, les conditions et les possibilités. Et c'est lui, Tshisekedi, qui nous a... Enfin, Étienne Tshisekedi, docteur Tshisekedi, qui nous a donné les capacités organisationnelles. Le peuple congolais ici avait perdu confiance en lui-même. À tout moment où on n'était pas capable de se mettre ensemble, on était toujours à dire non, ça ne va pas, aller voir les Bangala. Mais quand on a repris confiance en nous-mêmes, à un moment donné, on a été capable de se mettre ensemble, de former des groupes aujourd'hui qui existent. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui ici, ce n'est pas loin de ce que Tshisekedi a donné comme héritage. Tous les changements auxquels nous assistons ici. Ok, nous tendons vers la fin. D'abord, je voudrais lire une partie de son discours, donc son message adressé au peuple congolais et aux combattantes et combattants de l'UDPS à l'occasion du 44e anniversaire de l'indépendance du Congo, dans lequel
Etienne Tshisekedi fait le bilan de 44 ans d'échecs et d'humiliation. Mais écoutez un peu ce qu'il dit en ce qui concerne la mémoire collective. Il écrit, ça c'est son discours, notre mémoire collective est en danger. Qu'est-ce qu'il dit? La date du 30 juin 1960 constitue un séjour pour nous Congolais, les jours du plus grand rendez-vous de la nation congolaise avec l'histoire. Nous invitons humblement les divers témoins de notre itinéraire à s'investir sans tarder dans la rédaction de leur mémoire. Tout aussi humblement, nous incitons nos chercheurs, nos griots, nos conteurs et nos musiciens à nous restituer notre mémoire collective. Pour le faire, ils doivent, nous savons bien, ne compter qu'avec leur sens patriotique. Les facilités opérationnelles leur étant difficilement accessibles. Nous en appelons modestement à ceux qui détiennent des documents rares, des archives privées, des pièces historiques, des symboles collectifs, à les garder précieusement. Ce patrimoine sera reversé dans nos musées les jours où nous aurons réussi à refonder notre État. Nous en appelons enfin à nos compatriotes conservateurs et gardiens de musées de garder intacts les lambeaux restants de notre patrimoine pillé. Notre demande instante va également, à tout aussi humblement, aux individus et institutions de puissance occupantes d'hier et d'aujourd'hui. Nous les invitons à daigner partager un jour, selon les formules équitables, à négocier bientôt la jouissance de leur richesse, collection avec les Congos et les Congolais. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Etienne Tshisekedi avait l'essence de l'histoire? Emmanuel. Mais tous les grands révolutionnaires, pour changer le monde, pour le transformer, ne se basent que sur l'histoire. C'est l'histoire qui est la matrice des changements. Si on ne connaît pas d'où l'on vient, si on ne connaît pas d'où l'on va, on ne pourra jamais changer le monde. Donc Tshisekedi, j'étais content que vous puissiez lire ces discours. C'était, comme disait Lumumba, il dit, les Congolais vont écrire, nous allons écrire notre propre histoire, qui ne sera pas faite celle de Washington, à Paris ou ailleurs. Et c'est Tshisekedi, je crois que au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que au moment où le Congo est en train de subir des changements très qualitatifs, il y a ces mouvements, n'est-ce pas, de dire, voilà, la Belgique doit pouvoir nous restituer nos œuvres d'art. Vous sentez, c'est le même mouvement, n'est-ce pas, qui part comme ça. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le professeur Ili Kambokolo dans la rue en train de dire Kabongo, on veut nous voler notre 30 juin. Parce que pendant tout le temps du pouvoir de Kabila, petit à petit, on avait perdu le sens du 30 juin, qu'il n'était plus, on ne faisait pas les défilés, on ne fêtait plus, on disait on va fêter dans nos maisons. Donc notre journée d'indépendance était une journée comme ça qui passait sous forme de crédit à la poste. Alors, Eli Kambokolo avait fait un mouvement, il ne voulait pas me 30 juin. Donc, toute l'historicité d'un peuple, un peuple n'est que son histoire. Aujourd'hui, si le peuple congolais a connu des moments n'est-ce pas, d'effacement dans l'histoire, c'est parce que nous avions oublié nos héros. Nous avons oublié que dans ces pays, il y a des gens qui sont restés en prison pendant 40, 50 ans, qui se sont battus sans trahir parce qu'ils voulaient notre liberté. Et ça, c'est le travail que nous devons faire. Donc, Tshisekedi aujourd'hui, le professeur et directeur Tshisekedi aujourd'hui, pour nous, représente cet homme-là, comme Lumumba, comme Simon Kimbangu, comme Paul Panda Farnana, comme Pierre Moulele, c'est-à-dire des gens, comme Mabika Kalanda, c'est-à-dire des gens qui ont pris de leur vie, qui ont pris de leur temps pour ne penser qu'à notre bonheur, pour nous donner des schémas, pour nous donner des voies, comment faire pour être heureux dans ces pays. Et je crois qu'ils se sont basés sur notre histoire. Parce que nous avons, de tous les pays africains, enfin, de tous les pays africains, je peux le dire, de très grands leaders. Tous nos leaders africains ici, tous nos leaders congolais, vous allez les retrouver dans tous les pays africains. Comme on dit, Lumumba est partout en Afrique. Comme on dit, c'est dans le monde aussi. Oui,
comme on dit Simon Kimbangu, il y a des chers aux États-Unis. Quand nous avons eu ici la conférence sur Simon Kimbangu, les plus grandes contributions sont venues de Brésil, sont venues de Washington, sont venues d'Haïti. Alors qu'au Congo ici, il y a eu des contributions, mais les plus grandes. Les gens ont fait des voyages de milliers de kilomètres pour venir nous parler de Simon Kimbangu. Et ça, la première fois que j'entendais quelqu'un me dire, il dit, mais vous savez, quand Simon Kimbangu est mort, on avait fait l'autopsie, on avait découvert qu'il n'avait plus d'intestin. Moi, je dis, mais comment il a vécu? Il dit, mais il vivait spirituellement parce qu'on ne lui donnait pas à manger. Donc, je suis content qu'aujourd'hui, j'ai accepté de venir à cette émission parce que, pour remercier Dieudonné, qui a pris de son temps pour... L'héros n'existe pas seulement dans la parole, il existe dans les écrits. Et vous avez pris votre temps pour écrire sur Etienne Tshisekedi, et je ne peux que vous en féliciter. Mais il faut continuer ce travail, il faut l'approfondir, parce que Tshisekedi doit devenir, n'est-ce pas, notre quotidien. C'est-à-dire, chaque fois qu'un Congolais va se trouver devant un problème, il doit prendre la détermination de Lumumba, il doit prendre le courage d'un Tshisekedi, il doit prendre, n'est-ce pas, le courage d'un Kimbangu. Et c'est ça, ce qui fait que l'histoire, et l'histoire a des clous. Les héros que nous citons là, ce sont nos clous de l'histoire. Ce sont ces gens qui nous ont amené des valeurs de transcendance, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de la communauté de destin, des valeurs de solidarité. Ok, mais là, il a presque tout dit. Hein. Oui, mais je voudrais savoir maintenant concernant, qu'est-ce qu'on peut retenir du peuple d'abord? Toi qui as écrit cet ouvrage, pour un peu conclure. Non, le peuple d'abord, on en fait une conférence le samedi. Hein. C'est vraiment... c'est toute une philosophie qu'il faut expliquer au peuple, d'où nous venons. Parce que le peuple d'abord, aujourd'hui, n'est pas le peuple d'abord d'hier. Et le peuple d'abord de demain n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde clame haut et fort le peuple d'abord. Est-ce qu'avons-nous la même conviction? Ali Dépêche, les combattants qui ont fait 30 ans, sans toucher un écoute. Quand il parle du peuple d'abord, c'est différent des acteurs politiques qui cherchent à se positionner. Toutes ces choses-là, nous allons en parler dans la conférence. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion. Merci. Entre intellectuels. Je pense qu'on va continuer. Parce que la fois dernière, on avait fait sur Mzee Kabila et Lumumba. Il nous reste le président Joseph Kasavubu et d'autres patriotes et d'autres nationalistes qu'il faut expliquer à notre peuple, parce qu'on a l'impression que la génération actuelle n'a plus de repères. Voilà. Donc parler de Etienne Tshisekedi, parler de Kasavubu, parler de Mzee Kabila, parler de Lumumba, pourront faire à ce que notre jeunesse, notre peuple ait des repères. C'est important. Chacun peut avoir pris sa position, c'est lui qui a fait la guerre, c'est lui qui a fait un combat pacifique, mais les résultats, c'est la libération du peuple congolais et que les Congolais puissent jouir, puissent vivre comme des hommes sur cette terre avec toutes leurs richesses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Espérons que vous avez bien suivi et le débat peut continuer dans vos salons. Je vous remercie. Merci.